Alors, dans la continuité de la journée d'hier, nous allons nous intéresser aux logiques managériales vues par les sciences de gestion, donc les juristes nous excuseront, et je crois que ce sera l'occasion de poser quelques interrogations justement sur les mots au travers de cette présentation. Avec Sébastien, nous avons organisé notre présentation en différents temps. Je voudrais vous préciser dans une première partie le changement de paradigme en cours et le passage d'une logique que l'on a qualifiée hier de moderne à une logique aujourd'hui beaucoup plus de postmoderne. Je crois que ce cadre d'analyse, nous en avons discuté hier au travers de différentes interventions. Je crois que c'est un cadre structurant, en tout cas nous aujourd'hui en management, c'est notre grille de lecture pour essayer de voir autrement les réalités, et pour cela nous sommes obligé de passer par un regard purement sociologique, et en particulier la grille de lecture de Michel Maffezoli, qui n'est pas le seul, mais est un des sociologues qui a beaucoup travaillé sur le sujet, pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui et quelle est la traduction possible dans les organisations en termes de management. Et ensuite, Sébastien illustrera par l'évolution finalement du rôle du manager et cette comparaison un petit peu public-privé. Alors très rapidement, sans rentrer dans le détail, moi aussi j'ai quelques étudiants dans la salle qui nous ont rejoints, qui connaissent mon discours. Je vais essayer de le raccourcir un tout petit peu pour respecter le timing, mais je crois qu'il est important de comprendre l'environnement dans lequel nous vivons pour penser les organisations de demain. Première chose, très rapide, nous sommes de plus en plus dans une société de l'événement. Une collègue vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle « Je selfie, donc je suis ». On est bien dans cette journée où tout le monde a envie, dans cet environnement, où tout le monde a envie d'être une star. C'est quelque chose qui est né il y a quelques années et qui se concrétise de plus en plus, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où aujourd'hui, chacun a envie d'être visible. Regardez le nombre d'amis que vous avez sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet environnement, on est obligé de penser, le discours, de travailler son image, et de réfléchir sur l'impact possible que ça aura forcément dans les organisations. Et là, en termes par exemple de communication interne, nous en termes de spécialistes RH, nous repensons totalement la façon d'appréhender la communication interne et externe à ce sujet. Deuxième grande tendance dans la société, alors là, on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a une grande interrogation. Sommes-nous encore dans une société totalement financiarisée, ou basculons-nous gentiment vers une société un peu plus humanisée, disent les sociologues? Est-ce que tout est orienté sur le chiffre? Je crois que depuis la bulle financière, des interrogations sont présentes, et donc aujourd'hui, on commence à avoir des signaux faibles dans les organisations, où on voit que la dimension humaine réapparaît, et réapparaît un peu différemment. Nous y reviendrons avec la grille de lecture purement sociologique. Autre point important, et qui nous rejoint, en tout cas qui permet aux juristes et aux gestionnaires ou aux spécialistes aussi des normes de se rejoindre, c'est que nous sommes dans une société de plus en plus judiciarisée. Ce ne sont pas le nombre de textes qui sortent en matière de droit du travail, entre autres, qui apporteront une contradiction, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, ce propos. On a de plus en plus de textes, oui, des textes au niveau national, mais aussi des normes, et des normes supranationales qui viennent réglementer. Nous, actuellement, nous sommes en train d'accueillir dans la fonction RH un certain nombre de normes ISO RH qui parlent d'ailleurs, et c'est très intéressant, vous verrez la logique avec la suite de mes propos, de la gouvernance humaine. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que ce cadre est structurant, mais peut-être avec une structuration qui évolue et qui est peut-être de plus en plus souple. Et nous en avons un petit peu débattu déjà hier. Nous sommes également, alors ça c'est nouveau, c'est très récent, quelques mois, quelques années, nous sommes dans une société de plus en plus criminalisée. Le crime dans tous les sens du terme, et ça pour nous, en termes de management, c'est vraiment une préoccupation première. Nous avons commencé à parler de cybercriminalité, nous sommes plus là dans une dimension digitale et donnée,
Mais au-delà de la cybercriminalité, je crois qu'aujourd'hui, il faut oser parler tout simplement de criminalité dans les organisations, dans la société au sens large, mais en conséquence aussi dans les organisations, et comment cet environnement va venir bouleverser des règles de fonctionnement, des appréhensions, des types de pilotage des équipes pour essayer de faire en sorte que la violence soit moins présente, que les dérives comportementales soient appréhendées en amont, et que si une catastrophe arrive, eh bien qu'on soit en capacité aussi de la piloter le mieux possible, de la manager le mieux possible. Nous sommes également dans une société, alors ça je trouve que c'est très important, et également pour les territoires, nous sommes dans une société de plus en plus libérée, même si cet adjectif ne convient pas aujourd'hui en termes académiques aux spécialistes des sciences de gestion, mais on parle beaucoup de cette entreprise dite libérée, alors qu'une entreprise a forcément des contraintes, mais en tout cas c'est un vocabulaire émergent pour tout simplement dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une révolution managériale où finalement nous avons des attentes des collaborateurs de beaucoup plus de responsabilisation, beaucoup plus d'autonomie et un pouvoir certainement aussi repensé. Et puis, ça parle aussi, ça amène aussi à discuter cette idée de l'ubérisation qui a été très médiatisée, mais qui rejoint bien aussi cette idée d'une nouvelle forme organisationnelle, beaucoup plus collaborative sur des territoires, et qui permet de penser de nouveaux métiers, de nouvelles formes d'organisation. Et là aussi, on va voir que ça vient questionner finalement le modèle classique de l'organisation hiérarchique d'hier, et surtout des grandes organisations. Quand vous regardez aujourd'hui les attentes des jeunes diplômés, c'est justement, en tout cas pour ceux qui s'orienteraient beaucoup plus sur des carrières privées, ce n'est plus la grande entreprise qui fait rêver les jeunes diplômés. C'est au contraire d'aller travailler dans une start-up parce que justement, dans ces start-up, tout est possible. Donc là, on voit bien que tous ces éléments sont à prendre en compte et je crois que les organisations publiques ne peuvent s'extraire de cet environnement et au contraire se dire, mais finalement, quelles sont les solutions managériales, organisationnelles à repenser dans ce contexte ? Et puis, bien entendu, le digital, nous avons très peu parlé hier de cette question. La question de la e-administration a été évoquée à un moment donné, mais je crois que là aussi, ce n'est pas une transformation je dirais qu'il faut prendre à la légère, c'est une transformation profonde de notre société et bien entendu, ça vient impacter le fonctionnement des organisations et les comportements au travail. Alors, pour continuer cette évolution et cette première grille de lecture de la société, il ne faut pas oublier également une attente nouvelle de tout un chacun, puisque là on est vraiment sur une lecture sociologique et les traductions possibles au niveau de l'organisation. Eh bien, nous sommes aujourd'hui également dans une société de plus en plus hédoniste. Moi, rien que moi seul ou moi dans de nouvelles communautés. C'est pour ça, par exemple, que dans les organisations, nous travaillons de plus en plus sur les communautés métiers ou sur des communautés thématiques pour justement apporter des solutions RH qui ne soient pas des solutions RH de masse, mais des solutions RH beaucoup plus segmentées en fonction des types de population et des appétences de ces groupes qui se forment de manière formelle ou informelle et qu'il faut savoir décoder. Donc dans ce contexte, c'est vrai que la grille de Michel Maffezoli, et en particulier son dernier ouvrage sur comment penser la postmodernité, l'ordre des choses, est un éclairage intéressant. Très rapidement, quelques points d'analyse du passage de la modernité à la postmodernité. La modernité, en termes sociologiques et en traduction en management, c'est une période qui aurait commencé au XVI-XVIIe siècle pour vraiment trouver son heure de gloire au moment de la révolution industrielle. Donc, globalement, à partir de 1850, se pose vraiment cet environnement que l'on qualifie de moderne en sociologie. Et la postmodernité, elle, commencerait à peu de choses près, autour des années, je dis bien autour, parce que c'est vraiment l'environnement sociologique, voire philosophique, autour des années 60, 70, et je crois que le choc pétrolier sera, dans l'histoire, un moment fort qui va marquer vraiment la transition, parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on se rend compte que les valeurs classiques de la modernité sont totalement remises en question. La modernité, elle se caractérise par un certain nombre de critères. Tout d'abord, c'est un environnement certain. L'époque moderne,
par exemple, c'est une époque où on était sûr de ce qui allait arriver. On pouvait tout à fait prédire ce qui allait arriver. On était dans une phase de croissance, d'ailleurs la fin de la période, les 30 Glorieuses, on était dans une période où on ne se posait pas trop de questions, on mettait un produit sur le marché, on était sûr de le vendre. On était dans une lecture où on opposait des grandes façons de voir le monde, le capitalisme, le marxisme, entre autres. Et d'ailleurs, sur une carte géopolitique, on voyait bien à l'époque les grands blocs. On était sur une période très importante pour nous en RH, où finalement on croyait en l'avenir. On pensait que demain serait forcément meilleur. Pourquoi ? Parce que le progrès, et en particulier le progrès technique, permettait ce monde meilleur. Et donc ce qui importait, c'était de travailler. On sacrifiait sa vie pour travailler, parce que le travail permettait justement d'imaginer, de construire un monde meilleur. Donc forcément, dans cette grille de lecture, le modèle de l'ingénieur et la place de l'ingénieur étaient déterminantes, et donc la raison. On était dans un monde relativement rationnel, où on pouvait construire, penser, organiser d'une certaine façon. Donc forcément, l'ascension et la réussite sociale correspondaient aux aspirations individuelles. En termes de mythes et figures emblématiques, Prométhée, qui représentait le savoir. Je sais, donc je peux permettre ce progrès technique, d'où l'importance du chef aussi dans les organisations. Principe de réalité, puisqu'on est dans un environnement rationnel, et puis en termes d'esthétique, des styles très classiques qui vont se succéder. Alors que la postmodernité, eh bien, elle caractérise une période d'incertitude. Une période d'incertitude, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et surtout, et ça suite au choc pétrolier qui a bouleversé les équilibres géopolitiques, mais aussi parce que finalement, au travers de la postmodernité, tout devient possible. Tout est son contraire, nous dit Maffezoli. Et donc, on va assister à une saturation des grands récits, et chacun va faire du bricolage idéologique. Chacun va essayer de trouver, ici et là, des grilles de lecture qui vont l'aider à lire le monde. Donc, on rentre dans une période de doute, d'incertitude, et donc on va se recentrer sur soi, sur l'hédonisme, sur le plaisir. Regardez d'ailleurs aujourd'hui, toutes les politiques dans les entreprises en matière RH de qualité de vie au travail. On a même aujourd'hui imaginé de nouveaux métiers, le bonheur, celui qui va participer au bonheur en entreprise. Alors après, tout ça est discutable, mais en tout cas, c'est bien un signal relativement fort donné aujourd'hui. Et puis, en termes de mythes et figures emblématiques, on n'est plus sur la connaissance, on n'est plus sur Prométhée, c'est Dionysos, qui représente, lui, l'ivresse. Donc, on est vraiment dans cet élan dynamique où on va essayer de faire en sorte, pour paraphraser un collègue et ami marketeur, que dans l'organisation, on s'éclate, comme on peut s'éclater dans la vie de tous les jours, pour justement, seul ou en petit groupe, essayer de se rassurer par rapport à un monde de plus en plus incertain, de plus en plus complexe qui nous entoure et qui est source, bien entendu, d'incertitude, mais aussi de peur par rapport à ce que pourrait être demain, d'incertitude par rapport à son travail, etc. Et donc, on va essayer de trouver des occasions, des moments où on va essayer de partager au mieux des émotions. Donc ça, c'est vraiment très important dans la grille de lecture sociologique et qui montre aussi que finalement, dans cet environnement, le fonctionnement organisationnel doit lui aussi évoluer. Maffezoli nous dit, dans cette logique, on passe de l'individu impersonnel, interchangeable, à l'idée de personne dans toute sa diversité et sa globalité. Pour nous, en RH, ce sera par exemple de dire, aujourd'hui, quand on recrute, ce n'est pas qu'un diplôme. Aujourd'hui, dans les grilles de réflexion en matière de recrutement, ce qui compte, eh bien, c'est la qualification. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à une ouverture et à une prise en compte de la personne dans sa globalité. Pas dans toutes les organisations, mais ça commence à évoluer. D'où aussi la réflexion dans l'environnement public sur les concours. On passe d'une logique purement rationnelle à ce que Maffezoli appelle la raison sensible. On va aller sur beaucoup plus d'émotionnel. On est également dans un environnement où on passe de l'utilitarisme, je fais ça parce qu'il y a un objectif, à ce que Maffezoli appelle l'esthétisation du monde. Je fais ça pour partager ensemble des émotions. D'ailleurs, esthétisation qui a eu lieu hier, je pense. C'est-à-dire que nous avons eu le plaisir à partager ensemble des émotions et à construire quelque chose. Nous sommes venus, pas tout simplement pour présenter une communication, pour avoir une publication derrière, versus logique purement universitaire, mais beaucoup plus pour partager quelque chose et vivre quelque chose d'exceptionnel ensemble. Nous sommes aussi dans cette logique où ce qui importe, ce n'est plus le travail, au sens de tripalium, ce qui fait mal, ce qui va me faire souffrir. Je vais même avoir peut-être une usure professionnelle tellement j'ai souffert physiquement ou psychiquement par rapport à mon travail. Non, ce qui va intéresser aujourd'hui le collaborateur, c'est la création.
Je suis là pour m'éclater, pour participer à un projet, pour créer quelque chose de nouveau et de différent. On passe du modèle unique, un et unique, à la diversité, aux multiples. On est dans cette logique où on va valoriser justement les expériences multiples et non plus considérer que finalement il existerait un et un seul modèle. Je fais référence au taylorisme organisationnel, mais plutôt il existe aujourd'hui différentes expériences possibles et chaque organisation va pouvoir évoluer en fonction de ces différents éléments. Et on passe d'une logique où on n'est plus sur le contrat. Alors là aussi, c'est un sujet qu'il faut discuter avec les juristes. Nous sommes plus dans la logique du contrat de travail. D'ailleurs, la grande question, c'est est-ce que le contrat de travail a encore un avenir? Mais on est plutôt sur la logique du lien social. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises, on est en train de penser, alors même si on a utilisé, mais malencontreusement, je pense, le terme de contrat social, aujourd'hui, on est plutôt dans ce que Maffezoli appelle l'idée de pacte social. C'est-à-dire, on se met d'accord sur un ensemble de choses et puis on va venir collaborer, participer à un projet. Et aujourd'hui, sur des formes contractuelles qui sont plutôt des formes de droit commercial, c'est-à-dire une prestation de service. Et on voit bien la logique de l'évolution aussi de l'environnement de travail à ce niveau-là. Et puis la valorisation du moment présent. On n'est plus sur des grands projets, des projets d'avenir, on est sur ici et maintenant. Comment puis-je partager au mieux ici et maintenant et profiter par rapport à un environnement complexe et incertain qui me fait peur. Alors, les logiques managériales de demain dans cet environnement, eh bien, un certain nombre de choses que je vais simplifier au maximum. On voit bien que le rationalisme d'hier, moderne, il faut rationaliser l'organisation, on va mettre en place une organisation scientifique du travail. Ok, c'est toujours important, il faut réfléchir, mais par contre aujourd'hui, il faut aller de plus en plus dans une vision globale et systémique, et en particulier valoriser l'environnement interne, mais aussi les partenaires d'affaires avec lesquels nous allons travailler. On passe d'une logique de la mécanisation, automatisation, à ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'innovation globale, technique certes, mais aussi sociale. Ce n'est pas parce que vous allez équiper des commerciaux avec une tablette qu'ils vont être plus performants. Donc la difficulté, c'est comment faire en sorte que l'outil soit présent, certes, mais aussi qu'on réfléchisse sur les usages. Comment on va faire en sorte pour développer de nouvelles façons de travailler, de nouveaux comportements au travail. On passe d'une organisation fonctionnelle en silo, la grande entreprise bureaucratique, à une organisation beaucoup plus ouverte, libérée, avec des organigrammes aujourd'hui qu'on appelle circulaires. On passe d'une logique du chiffre 1 multiple, il n'y a qu'une seule et bonne manière de faire, au multiple, à la diversité vocabulaire d'ailleurs que nous avons fortement utilisé en RH, et la diversité vraiment dans toutes ses formes. On passe d'un temps long statique, il ne se passe pas grand-chose dans l'organisation, je peux rester presque 30 ans à faire quasiment la même chose, à une logique où aujourd'hui on est sur la dynamique. Mais attention, il va falloir penser ce temps. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une logique dynamique où tout change en permanence qu'il ne faut pas non plus dans les organisations penser à de la stabilité pour faire en sorte aussi que les collaborateurs s'y retrouvent. On passe d'un pouvoir centralisé, le chef, à un pouvoir plus partagé, parce que hier le chef il avait du pouvoir parce que 1 il savait et 2 il avait l'information. Aujourd'hui, tout le monde a l'information, tout le monde peut y accéder. Par contre, le fait d'avoir du pouvoir, c'est d'être en capacité de pouvoir piloter une équipe avec des expertises différentes, ce qui est totalement différent. On passerait donc ainsi de l'ingénieur au manager, c'est-à-dire quelqu'un qui soit en capacité, au-delà de sa maîtrise technique, d'aller beaucoup plus sur du pilotage interne, mais peut-être demain aussi du pilotage interne, mais aussi du pilotage externe. Ce que en gestion, et là nous n'avons pas forcément la même appréhension non plus des mots, nous parlons de gouvernant, c'est-à-dire au sens de la gouvernance apparue au moment de l'émergence de la responsabilité sociale de l'entreprise, où on voit de plus en plus que finalement, dans l'organisation, je dois de plus en plus piloter mon équipe, mais aussi piloter tous mes partenaires d'affaires sur un territoire. Donc là, on voit bien que l'idée de la gouvernance apparaît de plus en plus, et comme je vous le disais, dans les nouvelles normes RH, on parle de gouvernance humaine. On passerait de l'administration du personnel purement logique administrative, gestion de la paye, des contrats, etc., à la RH dans les années 75, 2000, 2010, 2015, à aujourd'hui ce qu'on appelle de plus en plus du managing people.
comment faire en sorte de fédérer des équipes, de faire en sorte que par rapport à un projet ou une vision commune, eh bien, on arrive à créer une dynamique qui sera peut-être avec une temporalité nouvelle, mais en tout cas à créer une nouvelle dynamique et aussi à travailler beaucoup plus sur un impensé du management, c'est-à-dire les organisations du travail et sur le comment on s'organise dans les organisations. Parce que là, on se rend compte que finalement, en management et en particulier en RH, nous avons connu une évolution où on a développé des outils techniques pour recruter, pour former, pour gérer les carrières, etc. Mais nous avons oublié l'essentiel, c'est-à-dire l'organisation du travail, qui aujourd'hui redevient, je dirais, le cœur de réflexion des problématiques RH. Donc on passe d'une logique de poste à une logique de métier, parce que le métier, justement, me permet de me positionner dans un environnement global et pas uniquement en interne dans l'entreprise, et de talent. Pourquoi? Pour justement faire en sorte que la personne soit la plus créative possible, pour qu'elle s'exprime le mieux possible. Et donc là, on voit émerger des politiques de talent management qui vont à l'encontre de la GRH classique au sens strict du terme, et on passe d'un pilotage des carrières, par ancienneté entre autres, ou avec quelques critères qui sont assez proches, à l'idée du pilotage des trajectoires professionnelles. On peut changer de métier, on peut changer d'organisation, on peut refaire sa vie, et on peut apprendre aussi tout au long de la vie pour accompagner cette trajectoire professionnelle, et ce, en intégrant la dimension valorisée par la postmodernité, c'est-à-dire l'affect. Je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Et donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, on réinjecte la dimension de plaisir au travail. Beaucoup de collègues travaillent aujourd'hui sur cette dimension de plaisir et d'esthétique, c'est-à-dire comment faire en sorte de remettre de l'émotion dans des environnements qui, hier, ont été pensés de manière trop rationnelle. Donc ça signifie que pour nous, nos axes de réflexion aujourd'hui en termes de management RH, eh bien, ils s'organisent autour de 4 grandes thématiques. Le rapport au temps. Il faut penser le temps de l'organisation, le temps de la direction, le temps du management, ce n'est pas forcément le temps des différents collaborateurs. Et donc, il faut penser ce temps. Et on se rend compte que, par exemple, la plupart des risques psychosociaux sont liés à une différence d'appréhension du temps entre le temps des équipes et le temps du management. Il faut penser l'espace. Nous travaillons aujourd'hui dans des environnements de plus en plus éclatés. On voit bien la difficulté, par exemple, du télétravail, des open space, etc. Donc l'espace est un sujet de préoccupation pour les gestionnaires. Il faut penser le rapport à l'autre parce que les relations humaines évoluent. Et il faut penser également le rapport au travail. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui travailler? Quelle est la place du travail? Et comment justement le management permet ou pas de penser la place du travail dans un équilibre de vie? Alors, la difficulté pour nous approcher un petit peu des réflexions de management public, c'est que vous avez connu ces dernières années l'émergence de ce qu'on a appelé le New Management Public. Alors moi, la grande question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que ce New Management Public, c'est le management d'hier ou c'est le management de demain? La grande question est là parce que finalement, quand on appréhende le New Management Public, pour nous, spécialistes de management et de RH, on se rend compte que tout ce qui est mis en place aujourd'hui dans les organisations publiques sous couvert de ce New Management Public, c'est finalement tout ce qui a échoué dans les entreprises privées. C'est-à-dire, c'est l'organisation moderne. C'est la description uniquement de la rationalisation, du tableau de bord, du contrôle de gestion à outrance mal pensé, du reporting, etc. Et finalement, on oublie l'essentiel, on oublie la vision, on oublie la stratégie, on oublie les équipes et on n'est pas du tout dans l'environnement souhaitable, en tout cas, au regard du monde de plus en plus complexe et incertain dans lequel nous évoluons. Donc là, une vraie réflexion. Nous avons ouvert des réflexions hier également sur ces sujets, mais je pense que c'est un vrai sujet de recherche. Qu'est-ce que le New Management Public devrait être au regard de cette évolution sociétale en marche? Alors, bon, je vais passer les éléments sur le New Management Public. Je pense qu'on pourra peut-être y revenir pour respecter le timing. J'ai déjà certainement dépassé un peu le temps. Mais je voulais juste, et c'est pas du tout paradoxal et pas du tout provoquant de ma part, je voulais juste vous passer cette diapo pour vous montrer nos interrogations aujourd'hui sur l'interrogation, est-ce que le New Management Public n'est pas dépassé? Est-ce que le New Management Public n'est pas quelque chose qui finalement correspond au management des entreprises ou des grandes organisations privées qu'on essaie aujourd'hui de repenser autrement? Je me suis permise de prendre une diapo, elle est en anglais, de Jean-Pierre Sounillac, qui est le DRH Group actuel de Faurecia, qui était venu nous faire une conférence l'année dernière à l'IAE, pour vous montrer
quelle est aujourd'hui la stratégie RH et managériale de Faurecia. Et ne serait-ce qu'au travers de la première ligne, vous comprenez ce que je viens de dire. C'est-à-dire comment aujourd'hui une organisation qui a augmenté son chiffre d'affaires de plus de 70% en 4-5 années, qui est passé de 50 000 salariés à plus de 100 000 à l'échelle internationale. Comment aujourd'hui ils sont en train de réfléchir sur une organisation qui hier était basée process. On est dans l'industrie automobile, on est dans la sous-traitance automobile, on est sur le modèle extrême du process à la mode Valeo. Comment aujourd'hui Faurecia est en train de se réorganiser totalement au travers d'un projet qu'ils ont appelé Being Faurecia, être Faurecia. Donc vous voyez bien, on est bien être Faurecia, on est bien sur l'humain, sur comment chaque collaborateur va se sentir appartenir à l'organisation, comment on passe d'une logique orientée process à une organisation orientée people. Donc vous voyez bien les différentes variables mises en place par un des grands groupes industriels, donc forcément, historiquement, le modèle industriel classique, moderne, etc. Comment aujourd'hui, dans ces grandes organisations, ce qui compte, c'est la création de valeur sur le long terme, ce qui compte, c'est l'innovation, c'est la proactivité. Donc vous voyez bien par rapport à tout ce que ça peut générer derrière sur l'organisation des équipes. C'est l'entrepreneurship, comment faire en sorte que chaque collaborateur considère que son équipe, son service, il peut la gérer comme si c'était sa propre entreprise. Et l'idée que la performance est important, mais derrière c'est aussi lié au développement de chacun et au potentiel de chacun et aux trajectoires de carrière qu'on va construire au regard de la performance et vraiment dans une logique gagnant-gagnant. Donc vous voyez bien le recentrage total d'une grande politique d'entreprise privée, d'un beau groupe privé. Et je pense que c'est ça les leçons à tirer de est-ce que le new management public est d'hier ou d'aujourd'hui. Moi, quand je lis des choses sur les organisations publiques au sens large, pas uniquement collectivités territoriales, j'ai plutôt l'impression, et dans la littérature existante, que finalement le new management public, eh bien, c'est l'organisation processée qui aujourd'hui n'est plus adaptée.